Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée, une sorte de mythe des finances personnelles qu'on a vraiment tous entendu au moins une fois. Ah oui, je vois très bien de quoi on va parler. Le fameux « arrêter d'acheter des cafés au lait pour devenir riche ». On l'appelle le facteur latte. L'idée est absolument partout, dans les livres, sur les blogs. Et on la présente souvent comme une sorte de révélation. Exactement. La clé toute simple pour débloquer la richesse. On comprend pourquoi elle est si populaire. C'est une idée qui est incroyablement séduisante, en fait. Oui, parce que ça paraît simple, c'est ça. Exactement. Ça semble accessible, ça donne une impression de contrôle. On se dit qu'avec un tout petit sacrifice chaque jour, On peut tout changer. voilà, on peut transformer radicalement son avenir financier. C'est très concret, c'est à notre portée. C'est presque trop beau pour être vrai. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Notre mission aujourd'hui, c'est de creuser un peu derrière cette simplicité. De voir ce qui se cache derrière. Voilà. D'où vient vraiment cette idée? Est-ce que les calculs qui la soutiennent tiennent la route? Et surtout, la question qui fâche un peu. En se focalisant sur un café à 5 €, est-ce qu'on ne passe pas complètement à côté des vrais leviers? Des vraies décisions qui construisent un patrimoine. C'est ça. Alors c'est parti, on plonge là-dedans. Bon, pour commencer, il faut quand même être juste. Rendre à César ce qui est à César. L'expression « the late factor », Elle n'est pas sortie de nulle part. non. Elle a été créée et même déposée par un conseiller financier américain, David Bash. Ça remonte au milieu des années 90, mais c'est son best-seller de 1999, Smart Woman Finish Rich, qui l'a vraiment popularisé. Et tout part d'une anecdote qu'il raconte. L'histoire d'une jeune femme de 23 ans qu'il conseillait. Qui se plaignait de ne pas avoir d'argent de côté. Exactement. Elle disait ne pas avoir un sou à mettre de côté pour investir. Et en creusant un peu, il s'est rendu compte qu'elle dépensait chaque jour environ 5 €. Pour un café au lait, un soda. Des petites friandises, voilà, le genre de petites dépenses qu'on ne remarque même plus. Et c'est là que la magie des chiffres entre en scène. Il a sorti sa calculatrice et le scénario qu'il lui a présenté était spectaculaire. Ah oui, c'est un scénario qui a marqué les esprits. Le calcul de Bach, c'était ça. Si cette jeune femme investissait 5 € chaque jour dans un portefeuille d'actions avec un rendement annuel de 11%. 11%, c'est énorme, hein. C'est très optimiste. Mais avec ce taux, elle pouvait, selon lui, accumuler plus de 2 millions d'euros à l'âge des 65 ans. 2 millions. Le chiffre est tellement... il fait rêver. Ça devient une promesse, mais ça semble presque... Enfin, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Il doit bien y avoir un truc. Il y en a plusieurs, et des gros. Le point le plus sensible, c'est ce fameux rendement de 11%. C'est extrêmement optimiste, même pour l'époque. D'accord. Des analyses rétrospectives montrent que sur une très longue période, par exemple entre 1949 et 1999, le rendement du marché américain était plus proche de 9,7%. Donc on est déjà bien en dessous. Oui, et cette petite différence sur 40 ans, elle change tout. Et le plus ironique, c'est que même avec son propre calculateur en ligne, en rentrant ses propres chiffres, la somme finale n'atteignait pas les 2 millions promis. Donc c'était plus un outil marketing, un chiffre choc qu'un calcul rigoureux. C'est un chiffre conçu pour illustrer la puissance des intérêts composés. Et c'est là que c'est fascinant de voir à quel point le résultat dépend du taux de rendement. Ah oui, faisons le calcul. Alors prenons ces 5 € par jour, investis pendant 40 ans. Avec un rendement annuel de 6%, ce qui est déjà plus prudent, on obtient environ 291 000 €. Ce qui est déjà une très très belle somme. Absolument. Maintenant, si on vise un peu plus haut, à 8%, on grimpe à 473 000 €. D'accord, presque le double. À 10%, on atteint presque 787 000 €. Et si par chance on obtient 12%, Là, on dépasse le million. on dépasse 1,3 million d'euros. C'est fou. Rien que la différence entre 10% et 12%, ça représente plus de 500 000 €. Voilà, ça montre bien que le taux de rendement, ce n'est pas un détail, c'est le cœur du réacteur. Donc, l'idée que ce simple café puisse, à lui seul, Nous rendre millionnaires, oui, c'est au mieux une grosse exagération. c'est ça. Le concept illustre un principe financier qui est fondamental, l'importance de commencer à investir tôt et régulièrement. Mais il le fait avec des chiffres qui relèvent plus de l'exception que de la norme. D'accord. Donc les chiffres sont, on va dire, très optimistes. Mais mettons ça de côté un instant. Admettons le principe mathématique. Il y a l'aspect humain. Oui, et il est central. L'idée de se priver de tout petits plaisirs tous les jours, sans la moindre exception, est-ce que c'est vraiment réaliste? Moi, humainement, ça me paraît intenable.
C'est une critique fondamentale, oui. Elle vient notamment des économistes comportementaux. Des recherches, par exemple celles d'Eldar Shafir et Sendil Mulay Nathan, ont mis en lumière le concept de charge mentale. La bande passante cognitive, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est que notre capacité à prendre de bonnes décisions est une ressource limitée. C'est comme une batterie. Ah, donc chaque décision qu'on prend, même toute petite, comme débattre intérieurement pour savoir si on prend ce café ou pas, ça vide un peu la batterie. C'est ça, la fameuse fatigue décisionnelle. C'est exactement ça. L'énergie mentale qu'on dépense à micro-gérer, à culpabiliser pour un croissant, à traquer chaque centime, c'est une énergie qui n'est plus disponible pour les... Pour les décisions qui comptent vraiment. Voilà, les décisions à fort impact. Négocier une augmentation de 5%, choisir le bon crédit immobilier sur 25 ans, mettre en place un plan de retraite efficace, ça, ce sont des décisions qui pèsent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Je vois. Mais on pourrait dire que c'est justement en s'entraînant sur ces petites décisions qu'on développe une discipline. Il n'y a pas une part de vrai là-dedans? L'argument s'entend, oui. L'intention est louable. Mais l'obsession de la privation peut devenir contre-productive. Elle crée un sentiment de manque constant qui peut mener à l'épuisement. Et à l'abandon. Et à l'abandon. C'est le même principe que les régimes alimentaires trop drastiques. La privation extrême mène souvent à des craquages. Ça me fait penser à une discussion avec un ami. Il me disait « Mon café du matin, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement dans mon bien-être. C'est l'abonnement à 15 minutes de paix avant la folie de la journée. » C'est une belle façon de voir les choses. Et vu comme ça change tout. Parfois, un café à 10 € pour deux, c'est un moment social qui est bien moins cher qu'un dîner au restaurant. Absolument. La clé, ce n'est donc pas la privation, mais la conscience. La vraie question n'est pas « est-ce que je dois supprimer cette dépense ?», mais plutôt Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? voilà, est-ce que cette dépense m'apporte une réelle valeur, un vrai plaisir, ou est-ce que c'est juste une habitude vide de sens? Et c'est là que le message de David Bach, au-delà des chiffres, retrouve une certaine pertinence. Il nous invite à être intentionnels avec notre argent. Cette idée d'intentionnalité, elle est cruciale, surtout quand on replace ce conseil dans le monde d'aujourd'hui. Le livre est sorti à la fin des années 90, c'était une autre époque. Ah oui, complètement. Le paysage économique a radicalement changé. On a traversé plusieurs crises, on observe une stagnation des salaires réels pour beaucoup de gens, L'explosion de la dette étudiante. et surtout une crise du logement abordable qui est massive. Et ça change toute l'équation. Je me souviens d'analyses qui montraient que le coût du logement dans les grandes villes a grimpé en flèche. Un loyer qui représentait peut-être 25% du revenu d'un ménage à l'époque peut facilement en représenter 40% ou plus aujourd'hui. C'est le cœur du problème. Une analyse économique parle du piège des deux revenus. Pour beaucoup de familles de la classe moyenne, les plus grosses dépenses, Logement, transport, garde d'enfants. voilà. Ces coûts fixes peuvent absorber 75% ou même plus du revenu total. Ce sont des dépenses quasi incompressibles. Donc la marge de manœuvre devient... Minuscules. Exactement. Dans ce contexte, se focaliser sur le café à 5 euros, c'est une distraction en fait. C'est un peu comme passer son temps à polir les chromes d'une voiture dont le moteur est en panne. C'est une très bonne image. Ça donne l'impression d'agir, mais ça ne résout rien. Et c'est pour ça que des experts comme Cliff Robb de l'Université du Wisconsin-Madison sont très critiques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils soulignent que ce discours tend à faire porter toute la responsabilité et donc la culpabilité sur les choix individuels. Ça occulte complètement le fait que les filets de sécurité sociale se sont fragilisés et que la charge financière sur les ménages a explosé. C'est un peu comme si on demandait aux gens de courir un marathon avec un sac à dos de plus en plus lourd. Et qu'on leur reprochait de vouloir boire un peu d'eau en chemin, c'est ça. Bon, on a bien démonté le mythe, sur le plan mathématique, psychologique, économique. Mais alors, on fait quoi? Si ce n'est pas le café, sur quoi il faut se concentrer pour vraiment améliorer sa situation? La bonne nouvelle, c'est que les analyses convergent toutes vers quelques grands leviers, les fameux poids lourds du budget. Là où les efforts ont un vrai impact. Exactement. Et le premier, le plus important de tous, c'est le taux d'épargne. C'est-à-dire le pourcentage de son revenu qu'on met de côté chaque mois. C'est ça. Qu'on gagne 2 000 ou 10 000 euros, mettre de côté 15 ou 20% de ses revenus de manière constante, ça aura toujours un impact infiniment plus grand que de traquer des cafés. C'est la pierre angulaire. D'accord. Taux d'épargne, priorité numéro 1. Quel est le deuxième poids lourd? La dette à taux d'intérêt élevé. Ça, c'est le véritable monstre financier qui dévore le patrimoine. On parle des dettes de cartes de crédit, des crédits conso. Avec des taux qui peuvent être
Vertigineux. Oui, 15-20% ou plus, chaque euro utilisé pour rembourser une dette à 5% est un euro qui rapporte un rendement garanti de 20%. C'est imbattable comme retour sur investissement. C'est un point essentiel. Mais comment on s'y attaque concrètement? Il y a deux grandes stratégies. La première, c'est la méthode avalanche. On s'attaque en priorité à la dette avec le taux le plus élevé. Mathématiquement, c'est la plus efficace. D'accord. Et la deuxième? C'est la méthode boule de neige. Là, on rembourse la plus petite dette en premier, peu importe son taux. L'avantage, il est psychologique. On a une victoire rapide, ça motive. Voilà, ça donne un sentiment de victoire et ça motive pour la suite. Les deux fonctionnent. L'important, c'est de choisir une méthode et de s'y tenir. Très clair. Donc, taux d'épargne, gestion des dettes, et ensuite? Le troisième levier, ce sont les décisions majeures. Achat d'une voiture, d'une maison, financement des études. Une seule bonne décision sur un de ces postes, ça peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'économie. Passer 1 heure de plus à négocier son prêt immobilier, ça aura plus d'impact que toute une vie sans café au lait. C'est exactement ça. Et enfin, il y a l'autre côté de l'équation qu'on oublie souvent. Les revenus. Oui, le quatrième levier, augmenter ses revenus. Négocier son salaire, développer des compétences, créer une activité complémentaire. Augmenter ses revenus de 5% est souvent bien plus simple et moins pénible que de réduire ses dépenses de 5%. Donc la vraie leçon du facteur latte, ce n'est pas de se priver, mais de dépenser en conscience et de se concentrer sur ces grands leviers. C'est tout à fait ça. Il s'agit de passer d'une micro-frugalité qui est obsessionnelle et épuisante à une optimisation macro-financière intelligente. Et pour ça, on peut utiliser des outils. L'automatisation, par exemple. L'automatisation. Mettre en place des virements automatiques vers ses comptes d'épargne le jour où le salaire arrive. C'est le fameux principe « payez-vous en premier ». Voilà. L'argent pour les objectifs est mis de côté avant même qu'on ait la chance de le dépenser. Et une fois que c'est fait... On peut profiter de son café sans aucune culpabilité. Exactement. Parce qu'on sait que les fondations sont solides et que les objectifs principaux sont déjà pris en charge. En résumé, si on fait le bilan, cette idée de supprimer son café pour devenir riche, c'est une métaphore puissante, mais trompeuse. Très trompeuse. Elle a le grand mérite d'introduire simplement le concept des intérêts composés, c'est vrai, mais elle simplifie à l'extrême toute la réalité économique et psychologique de l'épargne. Le véritable enjeu, ce n'est pas de mener une guerre d'usure contre les petites dépenses, c'est de gagner la bataille des grandes décisions financières. Mettre en place des systèmes, automatiser ses bonnes habitudes et concentrer son énergie là où l'impact est le plus grand. C'est moins sexy peut-être. C'est moins sexy, ça demande plus de réflexion au départ, mais c'est infiniment plus efficace. La question un peu provocatrice, pour conclure, ce serait peut-être celle-ci. Après avoir passé tant de temps à débattre de la valeur d'un café, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'interroger sur notre propre définition de la richesse? C'est une excellente question. Est-ce que c'est juste un chiffre sur un compte en banque? Ou est-ce que c'est la liberté de pouvoir s'offrir justement ce café avec un ami, l'esprit tranquille en sachant que les fondations de notre avenir financier sont solides? Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse. À très bientôt.